Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau Midi Minatech by Giant. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Delalour, qui est responsable de la plateforme de dispositifs médicaux, dont la maille technologique pour la santé du futur, ou CEA LETI DTBS, et qui va nous parler de la plateforme de dispositifs médicaux, un accélérateur de la maturation des technologies de santé. Donc Alexandre, l'estrade est la tienne. Donc, merci. Bonjour, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi aujourd'hui d'être là avec vous. Donc effectivement, pour vous présenter cette plateforme dispositifs médicaux avec une communication aujourd'hui qui sera peut-être un peu moins technique que ce à quoi vous êtes habitués, mais qui néanmoins, j'espère, vous intéressera. Donc une petite présentation très rapidement. Donc moi j'ai un background autour de la biomécanique avec une spécialisation en modélisation numérique. J'ai travaillé 5 années dans un service technique en recherche clinique au niveau des laboratoires Pierre Fabre à Toulouse. Et avec quelques collègues, au bout de ces 5 années, on a décidé de racheter une technologie à ces laboratoires pour fonder la société PIC Science, qui travaille sur des technologies d'imagerie pour la détection des cancers cutanés. Donc ça s'est fait il y a 10 ans à peu près. Et pendant 8 ans, j'ai assuré la direction technique et générale de cette société. Et j'ai pu développer un dispositif médical depuis ses phases de R&D jusqu'à ses phases de certification, le marketing, la commercialisation, vraiment toutes les étapes dont on a besoin pour développer ce type de technologie. Et c'est cette expérience, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, que j'ai apporté au CEA en intégrant le département DTBS du LETI, donc sur cette plateforme dispositifs médicaux dont il est question aujourd'hui. Pour commencer, si vous êtes comme moi un passionné du dispositif médical, un peu geek aussi sur les bords, vous n'avez pas pu manquer cette publication dans Nature. C'est une publication qui prouve de manière indubitable qu'il y a 31 000 ans, la première opération chirurgicale recensée a été réalisée. Il s'agissait d'une amputation. On peut voir typiquement le squelette sur les slides. Et les chercheurs ont montré que non seulement la personne avait été opérée avec différents outils de l'époque, mais avait survécu à cette opération pendant de nombreuses années. Pour vous donner un ordre d'idée, 31 000 ans avant Jésus-Christ, c'est vraiment le tout début de Homo sapiens. Le propos ici, ça a été fait avec les outils de l'époque, mais dès lors, on peut transférer la notion d'un outil en notion de dispositif médical. Un simple silex va devenir un outil chirurgical, en fait. Et on se pose beaucoup d'autres questions, évidemment, qui n'étaient pas on va dire, les façons de penser de l'époque, typiquement la stérilité, typiquement le geste médical qui va être associé. Mais voilà, on commence à transférer une notion d'un simple outil vers un dispositif médical. Deuxième date que j'aime bien citer, le 15 juin 1667, première transfusion sanguine. Alors vous imaginez aussi, on n'était pas sur des aiguilles comme on a maintenant, et surtout, on utilisait du sang animal, du sang de chien, du sang de cheval. Et la petite histoire veut que, en définitive, lorsque le patient urinait ce qu'on appelait à l'époque une humeur noire, on estimait que l'ensemble de la maladie était rejeté avec les urines. In fine, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'en définitive, s'il était suffisamment robuste pour résister à ce traitement, mais il était aussi pour vaincre la maladie. Et on arrive voilà, dans les années 2020 avec des bijoux de technologie. Vous avez un très bel exemple du cœur Carmat, cœur artificiel implanté chez plusieurs patients, donc avec de l'autonomie, avec de l'intelligence au niveau de ces prothèses. Et malheureusement, quelques scandales aussi. Vous n'avez pas pu manquer le scandale des prothèses PIP, donc avec des matériaux
non biocompatibles qui étaient mis dans les poitrines des femmes, et en plus des prothèses qui se rompaient au bout de quelques années, quelques mois. Et quelque chose d'un plus méconnu, peut-être qui est passé sous votre radar, ce qu'on a appelé les implant files, ou comment une équipe de journalistes a réussi à faire certifier ce qu'on appelle le CE médical, un filet à mandarine comme implant vaginal. Et pour cette équipe de journalistes, l'idée, c'était de montrer les failles de ce système de certification. Alors, vis-à-vis de ces différents scandales, la communauté européenne a énormément réagi, et justement réagi avec la publication de ce qu'on appelle des règlements. Donc un règlement pour les dispositifs médicaux et un règlement pour les dispositifs médicaux in vitro. L'objet ici, ce n'est pas de vous faire un cours sur la réglementation. Je pense que sinon, tout le monde va partir de la salle. L'idée, c'est de démontrer qu'on a une vision claire maintenant de ce qu'est un dispositif médical. C'est un instrument qui est destiné à être utilisé chez l'homme pour des fins médicales. Et on voit que le positionnement pour des fins médicales va être très important sur les revendications d'un dispositif pour qu'il puisse être considéré comme dispositif médical. Alors, qu'est-ce que c'est de manière un peu plus claire? On distingue différentes catégories des dispositifs médicaux non invasifs. Typiquement, ça peut être des DM portés, implantables ou invasifs, les prothèses que vous connaissez très bien, du DM sur mesure pour les implants dentaires. Le DM in vitro, vous l'avez connu au niveau du Covid, on a beaucoup presque abusé dans certains cas. Et petit nouveau dans la réglementation, le DM logiciel d'aide au diagnostic, d'intelligence artificielle, puisque c'est aussi beaucoup de questions autour de ces technologies en ce moment. Et au CEA Team, on aborde effectivement l'ensemble de cette chaîne de dispositifs médicaux. Alors, si on fait une photo un peu plus sur les technologies de santé, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, c'est 11 départements, 1000 chercheurs, 22 startups créées. Et si on recentre la question sur le dispositif médical à Grenoble, on s'aperçoit qu'il y a quand même 40 laboratoires académiques qui travaillent sur ces thématiques. On a recensé 425 chercheurs qui travaillent sur le dispositif médical, et aujourd'hui, on est en train de constituer un laboratoire d'excellence, donc un LabEx autour de cette thématique. Le développement d'un dispositif médical. On part normalement d'un besoin médical. Alors, dans les milieux techniques, on a toujours tendance à faire ce qu'on appelle du techno-push, mais néanmoins, si vous n'avez pas un besoin médical, vous ne répondez pas à une question et vous ne répondez pas à un usage de la médecine. Donc, il est conseillé effectivement de trouver ce besoin médical. Donc, on parcourt des étapes, vous connaissez bien une ébauche technique, mais très rapidement, on peut se rendre compte que les questions réglementaires, le besoin, l'usage patient vont venir en compte et vont venir prendre une part non négligeable au niveau de la conception. Donc ensuite, on mature, on fait un dispositif démonstrateur et on va l'emmener sur de premières études cliniques, ce qu'on appelle les first in human ou études cliniques de faisabilité. Et en général, au niveau du CEA, on s'arrête ici, on transfère au partenaire industriel qui, lui, aura la charge de faire l'étude clinique de certification sur des sujets. Développer un dispositif médical, il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement un développement technique. Si vous êtes ici, vous êtes, je pense, sensible à ça. On va parler de réglementaire, bien sûr, c'est très important. On va parler de données, c'est de la donnée de santé, elle doit être gérée de certaines manières, d'usage, de marché, de réalité médico-économique. Aujourd'hui, typiquement, développer un dispositif médical sur un secteur comme la France, ce n'est pas la même chose que de développer ça sur les États-Unis ou dans d'autres pays, typiquement l'Asie. Et bien entendu, il va falloir déterminer ce que je disais tout à l'heure, une indication clinique, trouver des sources de financement, parce qu'on sait que c'est de plus en plus coûteux aujourd'hui de développer ces dispositifs médicaux dès lors qu'on parle effectivement d'investigation clinique et de cohortes assez importantes. La règle fondamentale, vraiment le pivot, c'est la maîtrise.
la maîtrise complète des processus de conception, de fabrication, la maîtrise des équipements et la maîtrise des risques de ces dispositifs médicaux. Et si on ne considère pas l'ensemble de ces questions, on va aux échecs. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu rencontrer dans mon parcours, parce que j'anime aussi une alliance que je vous présenterai en fin de présentation, qui vise à accompagner des porteurs de projets sur le domaine du dispositif médical. Typiquement, il y a une équipe de cliniciens d'un CHU qui avait développé une IA, puisque c'est très à la mode en ce moment, d'interprétation de scanners. Après des discussions avec eux, on s'est rendu compte que ces images, elles n'étaient pas acquises dans un cadre réglementaire adéquat, donc elles n'étaient pas recevables pour faire une certification de cette intelligence artificielle. Et le logiciel qui avait été développé, qui était très performant, il n'était pas du tout développé aux standards du domaine. Et donc, en définitive, pour cette équipe, ça a été 4 années de travail perdu et un arrêt complet du projet, puisqu'il n'y avait plus de financement pour permettre de refaire ces différentes étapes. Une autre équipe qui travaillait sur un implant, alors là, ils avaient fait les choses a priori de bonne manière. Ils avaient qualifié leurs matériaux comme étant biocompatibles, mais en définitive, en emmenant la prothèse en test de biocompatibilité finale, ils s'aperçoivent que cette biocompatibilité ne tient pas. Pourquoi? Parce que derrière le matériau, il y a un process de fabrication et ce process de fabrication venait créer des adjuvants qui rendaient cette matière non biocompatible. Donc là, c'était 18 mois quand même de travail perdu et tout un process à remettre en place. Donc il faut bien penser que c'est des choses qui se maturent au fur et à mesure de la création de ces technologies. Alors, ça n'arrive pas qu'aux petits. Medtronic, grosse boîte, 1000 pompes à insuline rappelées par la FDA pour des problèmes de cybersécurité. Tiens, on voit apparaître effectivement le logiciel. Edwards Life Science, 11 000 dispositifs rappelés pour des risques de choc électrique pouvant provoquer des brûlures, des arrêts cardiaques, voire le décès de personnes. Un petit exemple sur l'usage, le Viraferron-Beg de Merck, un arrêt total de la commercialisation suite à un défaut d'usage qui a été constaté par un lanceur d'alerte. C'était un médecin qui s'est aperçu que ses patients, en utilisant le stylo, l'utilisaient mal. 75% de diminution de l'efficacité du traitement. Et donc là, on voit que les questions d'usage aussi sont prépondérantes sur ces technologies. Et le dernier petit, entre guillemets, exemple de Philips, qui est encore en cours d'analyse, donc des conclusions à prendre avec un petit peu d'attention. En 2021, Philips annonce un rappel mondial de dispositifs médicaux de pression positive et d'aide à la respiration. Donc ça fait quand même 370 000 appareils rappelés en France. Il y a eu un peu plus de 3000 signalements d'effets indésirables à la NSM en raison d'une mousse qui est dans le système, qui a priori est non biocompatible. Et sur ces 3000 cas, on recense 159 cas de cancer mentionnés. Encore une fois, ce n'est pas avéré, l'investigation est en cours, mais néanmoins, ça fait partie de ce qui a été remonté à la NSM. La conséquence, c'est beaucoup de patients lésés, et notamment ceux qui potentiellement sont atteints de cancer. Ça a aussi des répercussions pour l'entreprise, 50% de chute de la valeur du titre en bourse et 6 000 emplois qui vont être supprimés. On se rend bien compte que ce seul dispositif-là, ça ne représente pas 10% des dispositifs de Philips, mais par contre, c'est 10% de la masse salariale, effectivement, qui va être licenciée d'ici 2025 en raison de ces problèmes-là. Et donc, du coup, la plateforme, telle qu'on l'a définie au niveau du CEA, vise justement à accompagner ces équipes pour faire les choses au bon moment et de la bonne manière. Et l'idée, c'est comment on permet à ces technologies d'aller du laboratoire à la fabrication d'un dispositif médical et à l'étude clinique chez l'homme.
Et tout ça, main dans la main avec ce qu'on appelle chez nous des laboratoires plateformes, qui sont des lieux de maturité des technologies, des process de conception, de fabrication, des lieux de capitalisation des connaissances pour nous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va spécifier à travers cette plateforme, à travers le département DTBS dont je dépends, les différents applicatifs technologiques du CEA pour le domaine de la santé. Bien entendu, tout le monde a entendu parler de l'électronique, des capteurs flexibles. On s'intéresse beaucoup aux interfaces avec le corps, pas mal de thématiques en ce moment autour des micro-aiguilles, tout ce qui va être biomatériaux. On a développé également des compétences particulières sur les circuits microfluidiques et les organes sur puce, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Les questions de communication, les questions d'alimentation de ces dispositifs médicaux, tout ce qui va être cybersécurité, je vous avais donné un exemple tout à l'heure, et bien entendu l'algorithme et l'intelligence artificielle qui vont devoir être spécifiés pour ce domaine-là aussi. Alors, un petit exemple de comment on fait les choses. Là, on est sur un laboratoire plateforme qu'on appelle Prism, et dont une des technologies vise à développer des circuits microfluidiques. Donc, la microfluidique, telle qu'on la voit ici, c'est de faire des laboratoires sur puce pour pouvoir, avec des prélèvements mini-invasifs, permettre des analyses au chevet du patient sur des temps qui sont vraiment réduits. Et là, on développe non seulement ces technologies-là, mais on développe aussi des façons de les fabriquer, de les concevoir, qui sont reproductibles. Et pour nous, ça nous permet d'améliorer de beaucoup nos résultats de recherche et développement. Et pour les partenaires industriels qu'on accompagne, d'avoir non seulement la technologie clé en main, mais également tout le process de fabrication. Un deuxième exemple de ce qu'on développe, justement pour asseoir ces connaissances, c'est une plateforme qu'on appelle Prums, qui est plutôt dédiée aux dispositifs médicaux numériques. Donc là, on va être sur des bancs tels que vous pouvez le voir sur les slides, des bancs robotisés qui nous permettent de positionner précisément sur des avatars du corps pour pouvoir valider tous ces capteurs en amont d'aller aux investigations cliniques. Quand on veut y aller, on a développé des plateformes génériques qui sont certifiées pour ces études cliniques, c'est-à-dire qu'on a une base qu'on va pouvoir jouer entre différents projets. Et lorsqu'un nouveau capteur devrait être utilisé, ça nous permet d'y aller beaucoup plus simplement. On a des plateformes optiques aussi pour tout ce qui est dispositifs médicaux in vitro pour voir les cellules sous différentes conditions exactement de la même manière, voire constituer des bases pour nourrir des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous aideront à segmenter, à identifier, à classifier ces différentes cellules. Et typiquement, ces algorithmes sont développés dans des environnements qui sont compatibles avec les normes médicales, c'est-à-dire qu'on a un versionning, on a des plans de test qui nous permettent de maîtriser complètement le code et les conditions dans lesquelles ils sont utilisés. Un exemple d'interaction, les organes sur puce. Donc là, il s'agit de faire vivre ce qu'on appelle un organoïde. Dans ce cas-là, on travaille nous beaucoup sur le pancréas. Je ne suis pas très bien placé pour en parler, et certains de mes collègues le feraient beaucoup mieux. Mais d'un point de vue technologique, il nous faut une reproductibilité très importante sur ce qu'on est capable de fabriquer au niveau de ces organoïdes. Vous le voyez sur les photos, les petits piliers qui sont en zoom font 100 microns de diamètre, hein, donc c'est vraiment très petit. Et on a besoin aussi de nourrir ces organes pour voilà, les faire évoluer, pour tester différents médicaments. Et pour les nourrir, on a besoin de capteurs pour savoir dans quel état ils sont. On a besoin de faire de l'imagerie et d'avoir des algorithmes qui permettent d'adapter des boucles de nutriments, par exemple. Alors, comment on accompagne ces projets? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets sont accompagnés vraiment du début à la fin, mais à la juste manière. On ne va pas embêter des chercheurs très amont avec des questions réglementaires très fortes. On y va de manière complètement progressive.
Donc, on réalise avec eux tout ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle au niveau des projets et on évalue globalement quel va être le contexte normatif. Est-ce que le dispositif médical va avoir besoin de biocompatibilité, de photobiologie, de sécurité électrique, magnétique, thermique, etc. Et on élabore petit à petit avec eux une analyse de risque, un plan de mitigation des risques, c'est-à-dire des solutions technologiques ou des solutions stratégiques qui nous permettent effectivement d'avoir in fine quelque chose qui pourra être utilisé demain chez l'homme. Et on les accompagne jusqu'aux études cliniques avec, grâce à notamment les relations qu'on a avec la DRI au niveau du SUGA et du CICIT pour constituer un dossier d'investigation clinique avec derrière les étapes qui sont dépôt au comité d'éthique CPP et à l'ANSM si l'étude clinique le nécessite. Donc, on accompagne, je disais, ces projets vraiment de manière graduelle. Donc, depuis l'idée jusqu'à, on va dire, cette première évaluation clinique et sur un mode 360 degrés. On va regarder effectivement le développement technique, rapidement la gestion des données, tout ce qui va être associé à la propriété intellectuelle. On va se poser les questions sur les usages, le marché, comment réaliser cette évaluation clinique, quelles vont être les parties réglementaires à étudier. Et tout ça de manière complètement graduelle. Tout est représenté à toutes les étapes, mais voilà, avec une incidence de plus en plus importante qu'on va se rapprocher effectivement d'un produit fini ou d'un produit qui va être intégré dans une investigation clinique. On a défini aussi au niveau de cette plateforme un écosystème qualifié. Il ne s'agit pas d'y aller et de faire tout seul. Et notamment quand on va attaquer les parties industrielles, il y a des industriels qui sont très bien habitués à évoluer dans ce microcosme. Et on a au niveau de Grenoble monté une alliance qui s'appelle Up4AIM et qui est une alliance assez originale puisqu'elle regroupe à la fois des structures académiques. Donc, on a 2 instituts cardinaux, le LETI et l'UGA, et un centre d'investigation clinique, donc qui est le CICIT de Grenoble, et qui sont alliés avec un groupement d'industriels et qui vont apporter vraiment cette vue, cette différence en fait de suivre un projet, même sur des phases de maturation technologique, pour qu'un jour, il puisse être industrialisable. Et l'idée ici, c'est d'essayer d'accélérer ce temps d'accès au marché qu'on sait très très long au niveau du dispositif médical. Voilà, je vais finir par des exemples sur 3 projets pour vous montrer un petit peu comment on aborde les choses. Premier projet, c'est un projet qui s'appelle Radar Santé, qui était un IPCUI l'année dernière. Et la problématique des chercheurs, donc là vraiment très phase amont au niveau de TRL 2, 3, c'était d'estimer des paramètres vitaux à distance, comme typiquement le rythme cardiaque, mais peut-être d'autres, en utilisant des technologies de radar millimétrique autour de 60 GHz. Et là, pour nous, ils voulaient développer un banc de test, effectivement, qui allait pouvoir tester ces capteurs, mais surtout, l'idée pour nous, c'était de définir le contexte réglementaire et de leur dire, attention, pour un jour aller chez l'homme, vous ne devez pas dépasser telle intensité de puissance radar pendant tant de temps à cette fréquence-là. Parce qu'en définitive, même si les signaux étaient excellents pour des puissances beaucoup plus élevées, voilà, il faut savoir garder la mesure de ce que sera la technologie pour la suite. Deuxième exemple, une prothèse instrumentée, un projet qui s'appelle chez nous Folony et qui était présenté au CES de Las Vegas en 2022 avec pas mal de bons retours. Là, l'idée, c'était de répondre à des problématiques de prothèses non adaptées, mal posées, alors qu'on a une prévalence de l'arthrose du genou qui est en train d'exploser aujourd'hui. Il y a de plus en plus de patients implantés. Et on avait différentes technologies à proposer, typiquement des capteurs pH pour les infections, température, des capteurs d'accélération, contrainte pour voir comment la prothèse se comportait. Et l'idée de la plateforme, c'était d'accompagner ce projet pour définir un contexte normatif aussi, un process qualifié de conception et de fabrication,
et de tests, puisqu'il y a des éléments, vous l'aurez compris, de biocompatibilité associés à cette prothèse-là, et d'aller jusqu'à des premiers essais de faisabilité sur cadavre pour ensuite, on l'espère, pouvoir un jour aller vers une première certification chez l'homme. Et dernier exemple, donc un projet qui s'appelle WeCare, qui est un projet transverse, un projet direction des programmes au niveau du laitier, qui embarque un grand nombre de laboratoires au niveau du CEA. Et là, l'idée, c'est d'avoir un dispositif médical porté pour mesurer la pression artérielle en continu avec différents principes innovants et pouvoir répondre à une problématique qui est très actuelle de l'hypertension qui représente quand même une prévalence chez 1,3 milliard d'individus, donc ce qui est absolument énorme, avec la première cause de mortalité mondiale actuellement. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un système complètement intégré, multicapteur, qu'on va pouvoir amener en clinique. Et donc, la plateforme a accompagné vraiment le projet depuis les premières phases de R&D jusqu'à la constitution de ce dossier, dossier clinique qui représente quand même à peu près 300 pages de rédaction pour vous donner un ordre d'idée, pour pouvoir le soumettre effectivement sur un premier essai à la NSM et au CPP. Donc voilà, en conclusion, l'idée c'était de vous présenter effectivement ce domaine des dispositifs médicaux et cette plateforme que je coordonne. Pour nous, c'est vraiment l'idée, c'est d'assurer un DM qui soit compatible à travers une méthodologie d'accompagnement vraiment quotidienne des équipes sur ces développements-là pour diminuer les potentiels d'écueils des projets, et pour nos partenaires industriels d'accélérer et d'optimiser ce transfert industriel et d'améliorer leur time to market. Merci beaucoup de votre attention, à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour cette exposé passionnant et très d'actualité. Donc, la conférence est ouverte aux questions. On aura des questions ici à la salle. On vous amènera les micros. Juste, il faut lever la main. Et on aura aussi des questions pour les gens qui suivent en visio et que je lirai quand on le saura. Donc, voilà. Le temps des questions est arrivé. Vous pouvez poser des questions. Là-bas, on a la première question. Ma question, à vrai dire, est une question très bête, mais à plusieurs reprises, vous avez, au cours de votre présentation, employé des termes en lien avec la temporalité des processus. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques ordres de grandeur et si ces temporalités sont différentes en fonction des dispositifs? Donc, il y a deux questions. Alors, définitivement, oui, elles sont différentes en fonction des dispositifs. On parle de classe de dispositifs quand on parle de dispositif médical. Et en général, c'est typiquement beaucoup plus facile de faire un dispositif de classe 1 qui va être, je ne sais pas, un thermomètre, par exemple, ou une prothèse implantable qui va être assez innovante. Pour un dispositif de classe 1, je dirais, on va être entre 2 ou 3 ans entre la recherche, développement, certification, si vous y prenez bien. Pour quelque chose d'implantable, très innovant, ça peut prendre une dizaine d'années. Donc voilà, c'est vraiment très, très différent. Et les étapes ne sont pas les mêmes. Pour une prothèse, vous les allez tester d'abord chez l'animal, après sur des premières personnes, et puis vous allez étendre le groupe, et ensuite vous allez certifier. Donc voilà, ça dépend vraiment de la complexité du dispositif. Voilà, on a une autre question ici en bas. Les micros arrivent. Merci. Je pense qu'une question peut-être un peu centrale, c'est la question de l'analyse de la balance risque en fonction des pathologies des patients et de l'urgence ou non à intervenir. Ça pose aussi la question de l'intégration de ce dispositif au niveau du raisonnement médical dès le départ.
qui restent souvent très en retard. C'est-à-dire qu'en fait, en définitive, on vous dit, bon, ben voilà, maintenant on sait, mais c'est trop tard. Tout à fait, oui. Effectivement, la balance bénéfice-risque fait partie des piliers du nouveau règlement. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à cette question, vous ne pouvez plus commercialiser un dispositif médical. La question des usages également, et l'usage chez le patient, effectivement, mais l'usage aussi du praticien de ce dispositif médical. Donc, sur les nouvelles conceptions telles qu'on les voit maintenant depuis les dernières années, je vous rejoins, hein, c'était très techno-push, comme je le disais tout à l'heure, pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, les chercheurs, les inventeurs se réunissent autour de consortiums avec le corps médical, avec les usagers du dispositif pour essayer de comprendre ces questions d'usage. Et on a typiquement des Living Labs, des groupes de discussion qui émergent autour de ces projets. L'idée, c'est vraiment d'être intégratif et de ne plus faire de la recherche et comment dire, un transfert de recherche, mais de faire vraiment de la recherche intégrative. Autre question là-bas, oui. Bonjour. Sur le volet cyber, sur quelles exigences vous référencez? J'ai vu qu'il y avait l'UL 2900 et par quels moyens et comment vous certifiez ou vous évaluez les dispositifs qui sont dans votre plateforme? Alors, sur la question cybersécurité, hein, c'est ça, si j'ai bien entendu, oui. Donc, pardon. Oui. Question cybersécurité. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant en France, on a uniquement des guidelines. On n'a pas de normes effectives, donc on se rattache aux normes émises par la FDA sur la question et aux guidelines effectivement européens. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont en train d'établir les normes européennes. Et on a un excellent département au CEA aussi qui travaille sur ces technologies cyber et spécifiquement aussi pour le dispositif médical au niveau du D6. Mais je ne pourrais pas là vous faire un panel des différentes normes qui sont utilisées. Je pourrais vous l'envoyer si vous m'écrivez un petit mail pour le savoir, sans souci. Alors, en fait, ma question, elle porte sur la connectivité. Donc, j'ai vu ça sur l'un de vos slides. Et j'aimerais savoir quel impact on peut voir aujourd'hui sur les dispositifs médicaux avec l'avènement de la 5G et notamment la 5G millimétrique. On entend parler en fait de la chirurgie à distance comme un use case principal en fait de cette 5G millimétrique. Voilà, merci. Alors, au niveau de la 5G, je vais être tout à fait honnête, j'en sais pas plus que vous, si ce n'est que les différentes démonstrations de chirurgie à distance qui ont été réalisées et, grâce au temps de latence en fait, qui sont diminués, permis par cette 5G. Le problème de la connectivité reste entier, hein, notamment pour le dispositif médical numérique. On utilise beaucoup de Bluetooth, de Wi-Fi point à point sécurisé. On revient sur les questions de cybersécurité. Dès lors qu'on n'a pas énormément de données envoyées, c'est des technologies aujourd'hui qui suffisent. Voilà. D'autres questions peut-être? Je ne sais pas s'il y a des questions en visu, en tout cas on ne le voit pas affiché ici, donc s'il y en a. Sinon là-bas on a une question. Oui. Oui, bonjour. J'avais juste une petite question par rapport à votre slide sur l'analyse des scanners par l'intelligence artificielle. Comment vous voyez justement le développement de cette intelligence artificielle au sein des laboratoires d'analyse médicaux, toutes les explorations qui sont faites aujourd'hui par les médecins, et comment faire confiance et donner du poids aux résultats qui seront donnés par ces algorithmes? Oui, j'imaginais bien que cette question viendrait. Alors, l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, demain fera partie de nos vies, hein. En tout cas, c'est ma conviction. Mais aujourd'hui, l'objectif de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de remplacer le médecin.
c'est d'abord de l'aider sur des tâches quotidiennes qui sont répétitives pour lui, et d'abord de l'aider à conforter un avis médical. Mais in fine, celui qui prend la décision, c'est toujours le médecin. Et celui qui a la responsabilité, quoi qu'en dise l'intelligence artificielle, demain, ce sera toujours le médecin. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est que le médecin, en fait, va soigner les personnes. L'intelligence artificielle ne sait pas réaliser ça, en tout cas encore aujourd'hui. Et si on arrive justement à donner encore plus de temps au médecin pour ce qui est sa fonction de base, soigner les personnes, moi je trouve qu'on a gagné. Et on va arriver à une cohésion de ce type-là. Sur la confiance qu'on peut avoir, c'est certain, aujourd'hui, l'intelligence artificielle se trompe, c'est clair. L'homme aussi se trompe. Il y a eu des erreurs de diagnostic médical très célèbres. Voilà, on n'arrivera jamais à un système parfait où chacun donne un diagnostic à 100% dans 100% des cas. On a quelques questions ambitieuses, donc on va passer aux questions ambitieuses. Je vais lire la première. Donc, le programme arrêté après 4 ans, se servant d'images non certifiées, donnait-il de mauvais résultats? Si oui, est-ce à cause de la qualité des images? Sinon, pourquoi ne pas l'avoir quand même poursuivi et ne passant pas à côté de quelque chose d'intéressant? Alors, c'est une bonne question. Les images étaient correctes et de fait, les résultats de leur entraînement de réseaux de neurones montraient qu'effectivement, ils arrivaient à une bonne classification, etc. Mais ces images, d'un point de vue, on va dire, presque juridique, n'étaient pas recevables pour prouver qu'effectivement, cette intelligence artificielle avait été entraînée à partir d'images acquises dans un contexte correct. En somme, rien ne prouvait que ces images n'avaient pas été des images fabriquées ou acquises d'une manière très resserrée pour permettre effectivement d'avoir des bons résultats sur l'intelligence artificielle. Alors, je fais toute confiance sur les personnes, en l'intégrité des personnes qui avaient utilisé ces images, mais il faut se rendre compte que les organismes notifiés, qui plus est sur des technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, vont prendre énormément vont avoir un rempart très fort vis-à-vis de la certification de ces technologies. Voilà, merci. Il y a encore des questions de la salle ici. Donnez d'abord et après on repasse. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai une question sur les champions du monde des dispositifs médicaux. Quels sont-ils ou quel est-il et pourquoi? Les Merci. champions du monde, on a vu quelques exemples. Medtronic, qui est très bien placé, Philips, qui est un géant du domaine, qui ont su s'organiser. Alors, en comparaison avec d'autres secteurs de l'industrie et typiquement le médicament, il y a beaucoup plus de start-up, PME au niveau du dispositif médical parce que les marchés sont de niche en définitive que de gros géants. Mais on en retrouve quand même quelques-uns. Pourquoi il y en a moins ? On a quand même des beaux exemples. Vous avez typiquement Essential Robotics sur Grenoble qui a levé 100 millions d'euros l'année dernière. Vous avez Diabloop, 70 millions d'euros de levée. Et on sait que c'est des sociétés qui vont grossir et qui vont avoir de l'attraction. Mais tout ça prend du temps. Ok, avant de passer, je vais lire une autre question en vicieux, après on passera ici. Donc, la question dit, un article paru cette semaine dans le quotidien du médecin, rapporte la déception des médecins par rapport aux instruments connectés qui coûtent cher, fonctionnent mal, alors qu'il s'agit de technologies relativement simples. Alors, c'est un constat plus qu'une question. J'ai pas lu l'article. Tout ce que je veux dire, c'est que on s'attarde, en tout cas au niveau des équipes avec lesquelles je travaille, vraiment à monter cette qualité de la donnée médicale.
On a tous des montres connectées, etc. C'est bien hein, pour des applications sportives, mais est-ce que c'est bien pour des applications médicales? Ça, c'est vraiment une question complète. On croit beaucoup en des technologies aussi multimodales, alors que voilà, on a commencé des développements typiquement sur la mesure de fréquence cardiaque, des choses comme ça. Mais c'est vrai que demain, la multimodalité va pouvoir nous apporter une autre ambition sur ces différentes données médicales. Ok, merci. Une question ici, dans la salle. Ouais. Je pense que tous ces dispositifs médicaux évoluent dans un environnement d'incertitude, ce qui pose la question de la responsabilité juridique, par exemple. Et je crois que la référence à un consortium offre une bonne garantie. Enfin, maintenant, à un consensus, je dis consortium, c'est une bêtise, à un consensus médical autour de ces outils garantit l'intégrité, la fiabilité. Et je crois qu'effectivement, il faut éviter les aventures individuelles, comme on a pu en connaître pendant le Covid, des choses comme ça. Et je pense que ça repose là-dessus. C'est pourquoi c'est essentiel qu'il y ait consensus, discussion, mais que ce soit mis sur la table. Mais je suis d'accord avec vous. Effectivement, c'est important d'avoir un consensus de corps médical qui s'accorde à dire que tel ou tel dispositif médical peut être intéressant dans telle ou telle indication. C'est l'objet des investigations cliniques, c'est justement de prouver ce bénéfice et de prouver la balance bénéfice-risque par rapport à une autre technologie. Je ne sais pas si j'ai bien saisi. Ok. Oui. On est d'accord, mais c'est le but de la réglementation de ces méthodologies, d'essayer de limiter les erreurs. Mais aujourd'hui, rien n'est parfait. Des voitures Tesla, il y en a dont l'autopilote va cracher. Votre propre voiture va avoir un problème d'embrayage. Enfin, on peut essayer de maîtriser, et c'est ce qu'on fait, au maximum les risques, mais on n'évitera pas toutes ces questions-là. Sur l'exemple que je citais de Philips, je suis persuadé que l'équipe était persuadée d'avoir fait les choses correctement. Et malheureusement, voilà, il y a des choses qui passent dans les mailles du filet. Voilà, merci. On a quelques minutes encore pour une ou deux questions. Peut-être ambitieux, il y en a d'autres. Oui, on va la lire. Donc, à quelle phase d'un projet se font les études médico-économiques? Aussi, quel pourcentage des projets aboutissent à un projet industriel, commercial? Alors, à quelle phase d'un projet les études médico-économiques? Dès lors qu'on a une indication médicale, on est capable de lancer les choses. Et, effectivement, ce ne sera peut-être pas très abouti parce qu'on n'a pas une connaissance de combien va coûter le dispositif médical, mais il faut pouvoir estimer son marché pour faire en sorte que les technologies puissent être compatibles avec ce marché. Si l'objectif, c'est un acte à 100 € ou un achat à 100 € d'un dispositif médical, il ne faut pas vouloir développer une technologie à 10 000 € en face. Donc, il y a vraiment une balance à faire et c'est très important d'avoir un objectif coût lorsqu'on développe un dispositif médical le plus tôt possible. Okay. J'avais aussi quand même une question aussi, parce que la plateforme s'est créée pour accélérer le transfert à l'étape commerciale des dispositifs médicaux. Est-ce que vous avez une façon de mesurer combien ce processus qui est compliqué, long et que ça dépend des différents dispositifs a été accéléré? Est-ce qu'on peut mesurer, vous savez, un indicateur qui vous permet de voir l'efficacité de la plateforme? Alors, on a des indicateurs sur les projets internes, c'est-à-dire typiquement le temps pour lequel on met à constituer le dossier, à les emmener sur de l'investigation clinique. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est quand même relativement jeune, 2 ans et demi. Donc voilà, on sait qu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps, effectivement, pour caler les choses et se rendre compte de l'efficacité. Ok, merci. Bon, on a arrivé à 1h15, on doit finir. Donc, je vous rappelle que le replay de cette conférence sera en ligne depuis cet après-midi déjà. Avant de remercier Alexandre Delalot, je voudrais vous annoncer la prochaine conférence Minatech by Giant, qui ne sera pas la semaine prochaine, ce sera d'ici 2 semaines, le 31 mars, et qui va parler de la micro et nanoélectronique
dans notre quotidien. Donc, un autre sujet de très haute actualité et qui sera donné par deux personnes dans ce cas-là. Ça sera Suzanne Abonnetier, qui est ingénieure et responsable du programme ressourcement Carnot au CEO Aleti, et Yannick Lectiec, qui est docteur ingénieur et responsable de projets et des partenariats européens liés aux infrastructures de nanofabrication au CEO Aleti. Donc, ça sera ici au même endroit, même heure, mais d'ici 2 semaines. Et maintenant, on peut remercier Alexandre Delalleux pour cette conférence très Merci à tous. passionnante. Merci à tous.